Respirez à fond, c'est grand air, 26 minutes d'oxygène, même si aujourd'hui on va faire une petite entorse au titre de l'émission, puisqu'on va aller s'immiscer sous terre avec Cyril Maton. Bonjour Cyril. Bonjour Thibaut. Membre du comité départemental de Spéléo et du club de Grenoble. Je vous rassure, on ne va pas rester tout au long de cette émission dans le noir. On ira prendre la lumière et le grand air donc en deuxième partie avec Jérôme Lai. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur d'une épreuve atypique qui nous emmène pendant tout l'automne sur les sommets grenoblois. Et puis, on fera le point également, comme à chaque fois, sur l'actu montagne de la ville de Grenoble avec le directeur de la Maison de la Montagne, Yves Exbraia. Bonjour Thibaut. Les vacances ont été bonnes ? Excellente, bon. Mais fort courte. Fort courte, et ça c'est le problème des vacances, c'est que c'est toujours trop court. Allez, on va aller démarrer 6 pieds sous terre, voire peut-être même beaucoup plus avec Cyril Maton. Si on parle de Spéléo en ce début d'année scolaire, c'est que la première école de l'Isère vient de voir le jour, Cyril. Tout à fait, c'est la première école de spéléologie donc de l'Isère. Elle a pour vocation d'initier des gens à la spéléologie, tout public, grand public, au cours d'un cursus de 17 sorties souterraines étalées sur toute l'année scolaire et qui doit conduire donc ces débutants qu'on va accueillir au départ à ce qu'on appelle l'autonomie sous terre, c'est-à-dire être des spéléologues confirmés et aguerris. Alors il y a de nombreux clubs en Isère, c'est pas leur rôle de former les débutants ? Alors c'est vrai qu'un débutant qui va arriver dans un club de spéléo, bien sûr, il va être accueilli par les membres du club qui vont le former, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire là à des bénévoles donc, qui vont faire ce qu'ils peuvent souvent avec les débutants en fonction de leur disponibilité, puis surtout en fonction de leurs compétences. Nous, on est une école, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est calculé, qui est dosé pour amener vraiment les débutants vers une progression dans la pratique. Et c'est ce qui nous différencie un petit peu par rapport à ce qui se passe dans les clubs. On est vraiment une école et pas simplement donc un organisme qui accueillons des gens et qui les formons un petit peu au fil du temps. Alors à qui ça s'adresse cette école ? À partir de 16 ans. Pour avoir le bac ou pas ? Non ? Pas du tout, pas du tout. C'est le mot campus, je me suis dit, tiens, est-ce que ça a un lien avec l'université ? Ça n'a aucun rapport avec le domaine universitaire. On accueille tout public à partir de 16 ans, filles, garçons, jeunes, moins jeunes, etc. Surtout. Donc tout public, au départ, l'idée c'est d'avoir envie de pratiquer la spéléo et puis avoir envie d'apprendre l'activité. C'est vrai que la spéléo, ce n'est pas la discipline de montagne au sens large qui paraît la plus accessible. Il y a pas mal de contraintes, en tout cas, vu d'en haut, vu de la terre. Peut-être que sous terre, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on peut imaginer. Il y a de la technique, des techniques très particulières. Un de nos journalistes a osé tenter l'expérience de se glisser dans un trou de souris. Je crois que ça s'appelle les étroitures. On regarde, il s'est bien débrouillé quand même, Tristan. Bien le bras droit en l'air. Le gauche ? Le gauche, oui, pardon. Super. Voilà. Encore, monte ton coude, voilà. Là, je fais quoi ? Tu sors l'autre main, tu t'appuies sur tes coudes et tu te hisses. Vas-y, Tristan. Je sais pas où ces spéléo fous m'emmènent, mais j'y vais. Jusqu'au bout du monde. Ok. Super. Tu vas l'avoir ton souvenir. Alors là, bravo, tu as ton Tristan. diplôme de première étroiture. Yes. Voilà, diplôme de première étroiture. C'est une des techniques particulières de la progression sous terre, les étroitures, se glisser dans des petits trous. On ne pense même pas pouvoir passer un corps humain. Les étroitures, ça fait partie de l'univers souterrain, effectivement, au même titre que les puits ou les méandres. Donc des fois, c'est un petit peu difficile, des fois ça frotte un peu. On peut rester coincé ? Honnêtement, non. Non, parce que on est quand même très prudent dans la pratique et avant de s'engager, on regarde si quand même ça va passer ou pas. Alors en spéléo, on descend, mais il faut aussi remonter forcément à un moment donné. Oui. On voit là une technique aussi assez particulière, plutôt physique. Oui, alors ça, c'est la remontée sur corde, c'est peut-être l'exercice le plus physique dans la pratique de la spéléo, qui s'apparente un petit peu à remonter une côte en vélo, en fait. Voilà, donc c'est un effort assez physique, assez intense, qui peut être très fatigant suivant la longueur des puits. Mais en travaillant la technique, on arrive, comme dans n'importe quelle autre pratique, à optimiser en fait les gestes et donc
s'aguerrir et à remonter sans trop de difficultés. Il faut du matériel de façon importante, ça coûte cher la spéléo? La spéléo, ça coûte un petit peu cher au niveau du matériel, surtout au niveau du matériel de progression. Il faut des bloqueurs, il faut un descendeur, c'est du matériel qui est sécurisé, donc qui effectivement coûte un petit peu cher. Mais très souvent les clubs, et c'est aussi le cas dans l'école Spéléo Campus, pour justement éviter des dépenses superfétatoires pour les débutants, on leur fournit le matériel afin qu'ils puissent commencer sans pour autant débourser une fortune tout de suite. Là, si on veut s'inscrire pour l'année dans votre école Alors il y a encore quelques places de disponibles puisque la première sortie c'est le 22 septembre et toutes les informations sont sur notre site internet www.speleo-campus.com. Voilà, il s'affiche, je crois que ça coûte à peu près 200 € Ça coûte 200 € à l'année et ça comprend donc l'encadrement par des brevets d'état professionnels, la licence fédérale, l'assurance qui est obligatoire et aussi le transport aller-retour sur le lieu des sorties en minibus. Alors quand on veut des infos montagne à Grenoble, on va à la Maison de la Montagne. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes qui ont trait avec la spéléo, Yves? Il y a beaucoup, pas tellement de demandes. Il y en a des demandes, mais c'est des demandes assez basiques. Je dirais que les spéléos, ils sont très souvent entre eux, ils se connaissent bien, ils sont autonomes et souvent, ils n'ont souvent pas besoin de nous. Bon, on a pas mal d'étrangers, notamment beaucoup d'Espagnols qui viennent chercher vraiment les spots de spéléo en Isère, en Rhône-Alpes. Et là, on les envoie. Bon, on a des topos, on a des cartes, on a tout ce qu'il faut pour les envoyer sur les bons sites. Mais on n'a pas énormément de demandes locales. Je crois que les spéléos se connaissent très bien entre eux et ils se débrouillent. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait cette école parce qu'il y a une appréhension de la spéléo et je le vois pour moi et pour notre public qui est un peu difficile. La spéléo fait un peu peur. Et effectivement, s'il y a une école, je crois que ça peut lever cette appréhension. Vous pouvez les renvoyer sur Spéléo Campus. Yves parlait du nombre de spots. Je crois qu'il y a 5000 grottes recensées ici en Isère. C'est à peu près ça, oui. On a la chance d'être très bien entouré géographiquement entre les massifs de Vercors et de Chartreuse. Et donc, oui, effectivement, on est très bien fourni de ce côté-là. Elles ont toutes été explorées ou il y a encore quelques secrets? Celles qu'on a comptabilisées, c'est celles qui ont été explorées. Mais on peut voir l'entrée, se dire tiens, c'est une grotte, mais après, il faut aller au bout. Après, il faut aller dedans. Donc, si elles sont comptabilisées, c'est qu'au moins une personne est descendue dedans. Mais il reste encore plein de cavités de réseaux à découvrir, ça c'est certain. Alors, une des grottes les plus connues ici, en tout cas pour le grand public, sont les cuves de Sassenage. On voit là quelques images de l'entrée, puisque c'est aménagé pour le grand public. Alors, on n'a pas besoin d'être spéléologue pour y aller. Sauf que vous proposez une fois par an, pendant les journées nationales de la spéléo, au début du mois d'octobre, d'aller au-delà de la partie grand public. Tout à fait. Donc les Journées nationales de la spéléo, c'est une initiative qui est menée par la Fédération française de spéléo tous les ans. Et le SGCAF, le Spéléo Club de Grenoble, donc, participe à l'opération depuis le début. Et on se propose donc d'initier les gens à une sortie souterraine qui se déroule donc aux cuves de Sassenage. On les emmène sous terre sur un parcours qui n'est pas difficile du tout et sur lequel ils vont pouvoir découvrir les beautés du monde souterrain parce que les cuves, c'est une des plus belles cavités de France. Il y a de la vie dans ces grottes ou c'est uniquement minéral? Alors on trouve parfois certaines formes de vie, insectoïdes je dirais. C'est assez rare mais ça existe effectivement. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir des dispositions particulières, vous gérez de A à Z? Pas du tout. C'est ouvert vraiment au grand public, parents, enfants, grands-parents, c'est toute génération confondue. On accueille les gens, on leur donne le matériel nécessaire, c'est-à-dire en gros une combi et un casque parce que c'est suffisant. Et puis ils sont après par petits groupes de 7-8, donc encadrés par les spéléos du SGCAF, pour une balade qui dure entre 2h30 et 3h à l'intérieur des cuves. Voilà, il faudra remonter quand même sur corde, mais si Cyril vous dit que c'est accessible à tout le monde, alors il ne faut pas rater le créneau, c'est une fois par an, cette année c'est le 6 et 7 octobre. C'est le 6 et 7 octobre, donc il faut par contre s'inscrire, la manifestation est complètement gratuite, il faut s'inscrire, et là donc... là c'est le club de Grenoble qui c'est le club de Grenoble, et toutes les informations donc sont sur le site sgcaf.fr. Très bien, et puis la spéléo, on peut le rappeler, c'est pratiquement l'une des rares disciplines sportives où il n'y a pas de compétition, hein. En tout cas j'en ai jamais entendu parler. Il n'y a pas de compétition, ça n'existe pas, non. Bon, un esprit donc complètement sain et participatif. C'est cet esprit également qui anime Jérôme à côté de Cyril, mais on va en parler avec lui dans quelques instants, juste après cette pause.
10 lettres à abattre pour garder la vie. Participez à la Virade de l'Espoir au Parc Paul Mistral à Grenoble le 29 et 30 septembre. Rejoignez le combat sur vaincrelamuco.org. Allez, on est revenu à l'air libre pour cette deuxième partie d'émission avec Jérôme Lai, l'organisateur du désormais célèbre, on peut le dire, Challenge Grésivaudan Express. Challenge de course en montagne qui se déroule tout au long de l'automne, ici autour de Grenoble. Le principe de cette épreuve, Jérôme, en quelques mots ? Le principe, il n'a pas changé depuis le début. On fait une course conviviale. C'est vraiment s'il y a un mot à retenir, c'est celui-là. Donc on fait une course qui est gratuite, où il n'y a pas de dossard, pas de chronométrage. Enfin, il n'y a pas de chronométrage par l'organisation, c'est les gens qui se chronomètrent eux-mêmes. Et donc on a gardé depuis l'origine du concept cet esprit où les gens viennent en toute convivialité faire une épreuve sportive. Alors d'un point de vue de l'épreuve sportive, il y a une vraie compétition parce qu'il y a un certain niveau et on ne vient pas là pour s'amuser et puis pour ramasser les pâquerettes, comme on dit. Mais par contre, après, ce qu'on tient vraiment à entretenir et à faire vivre, c'est cet esprit convivial, de passer un bon moment après la course, boire un verre, manger un morceau. Donc voilà, c'est vraiment les éléments clés du challenge. On ne peut pas boire le verre avant. Alors, on peut. Mais après, tu montes en faisant des virages, donc ça, c'est plus long. Justement, pour montrer un petit peu l'atmosphère, l'ambiance et l'esprit qui règne dans ce challenge, je vous propose quelques images de l'édition 2011 qui plantent le décor. Bienvenue à tous. On est là pour se faire plaisir, donc passez un bon moment et encouragez-vous. On n'est surtout pas là pour faire une course comme on fait d'habitude avec des dossards. Non, c'est pas la même chose. Là, pendant la course, on s'attend pas, mais on s'encourage. 4, 3, 2, 1, top. Voilà, chacun son chrono, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui chapeaute tout ça. Oui, chacun prend son chrono. Les gens indiquent leur temps à l'issue de la course sur la feuille de départ où ils ont signé. Celui éventuellement qui n'a pas de chronomètre, il prend un temps avec la personne avec qui il arrive. Parce que comme on est assez nombreux, on est toujours au moment de l'arrivée assez proche d'une autre personne. Donc à 1 seconde ou 2 près, on est capable toujours de donner un temps qui est valable, quoi. Et personne a tendance à tricher un petit peu ? Ça, non. Moi, je vois toujours le mal. Mais bon. À la limite, peu nous importe. L'idée, c'est de passer un bon moment. Les gens, celui qui voudrait éventuellement gagner 5 secondes, il y a peut-être des échanges de places, mais je pense que tout ça, finalement, n'a pas tellement lieu parce que quand on s'est battu pendant 40 minutes avec le même groupe, parce que finalement, on se retrouve toujours, une fois qu'on est dans le peloton, tous les niveaux se régulent, quoi. On est toujours avec les mêmes personnes. Donc, quand on a passé 40 minutes à se battre pour gagner 2 secondes, passer devant un autre concurrent, à la fin, de toute façon, on sait bien qui est arrivé. L'ordre est connu, en fait. On peut pas tricher sur le classement. Il y a quand même un trophée à gagner en bois. Là. Voilà, alors ça, c'est la seule chose qui a pas vraiment à gagner parce que chaque année, on a l'obligation de le remettre en jeu. Enfin, celui qui l'a gagné. Le lever une fois par an. Non, le lever et puis le garder chez soi sur sa télé ou sur la cheminée.
Donc oui, il n'y a aucune prime, il n'y a pas de sponsor, il n'y a absolument rien. Donc on tient un classement général avec tout un système de points à jour. Et celui qui gagne le challenge, il remporte le trophée et il s'engage l'année d'après. Alors nous, on espère que celui qui a gagné l'année d'avant revienne pour défendre son titre. Ah oui. Et voilà, et donc c'est ce qui se passe en général. Et puis voilà. Donc Et s'il ne revient pas, il garde le truc. Non, s'il ne revient pas, on va chez lui. On va chercher, on va chez lui. Alors, on a vu quelques images signées Nicolas Héron. Il y a un clip complet qui est disponible sur le site, qui est très bien fait. On va revoir d'ailleurs d'autres images de l'édition 2011. C'est un rendez-vous qui prend quand même de plus en plus d'ampleur. La première a eu lieu en septembre à Chamchaude. Il y avait plus de 120 participants. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait 128 personnes, je crois. L'année dernière, on était plutôt sur des bases de 80 ou 100 participants. Et cette année, on a passé plutôt le cap 100-120. Bon, l'objectif pour nous, c'est pas forcément de grossir au plus. On est content parce que ça nous donne un bon retour sur le fait que le concept plaît. Après, on n'a pas forcément une volonté de croître indéfiniment. Et voilà, on est quand même. C'est vrai qu'après, parce que ça représente, même si c'est gratuit, ça représente du travail pour les gens du CAF Dauphiné Ski Alpinisme. Donc on est quand même content de voir qu'il y a du monde et que les gens viennent. Ça prouve qu'on est dans le vrai, quoi, et que le travail qui a été accompli est payant, quoi. Alors, il y a 7 montées. Voilà, 7 montées, oui, tout à fait. Donc, vous les choisissez comment, les plus durs, ça, c'est un peu géométrie variable. Cette année, on a reconduit les 7 à l'identique de 2011. Ça va de la plus grande, qui est la verticale du Grand Cerf, qui fait 1000 mètres, à qui est très raide, qui a un parcours vraiment typique des kilomètres verticaux. Et puis à la plus courte, qui est celle de la Bastille, qui est donc c'est la seule montagne qui est dans Grenoble, qui fait 300 mètres. Voilà, donc à un moment donné, on faisait celle de Champs-Rousse, qu'on a enlevé, on en a mis d'autres. Là, cette année, on n'a pas changé, mais c'est ni fermé sur le nombre de courses, ni on se laisse le droit d'échanger en fonction de... Il y a des courses qui plaisent plus, il y en a, c'est vrai, qui sont très proches de Grenoble, donc ça favorise un peu la venue des gens, parce que comme ça se court... c'est le mercredi soir. Voilà, c'est le mercredi soir, c'est après le travail, les gens travaillent, donc... C'est vrai que si c'est un peu loin, c'est un peu plus difficile de faire venir les gens parce qu'il faut sortir du travail pas trop tard, venir faire la route. Surtout vous les incitez à se déplacer par des moyens un peu écolos, alors soit le covoiturage, soit carrément en vélo. Ouais, alors je sais pas si la voiture c'est un moyen écolo, mais on essaye d'augmenter le taux de remplissage des gens, des voitures. Donc oui, on a trouvé sympa dans le challenge, il y a un classement par points qui est fait principalement sur la performance sportive. Mais on associe aussi à ça un système de bonus qui est donc soit pour les gens qui viennent en voiture en mettant quelques points supplémentaires s'ils ont joué le jeu de venir en voiture. Et là, pareil, c'est sur la déclaration des personnes. On leur demande combien ils étaient dans la voiture, mais on ne va pas vérifier dans les voitures. Et puis après, pour celui qui veut vraiment marquer beaucoup de points, et puis il peut monter en vélo. Donc là, par contre, il gagne 20 points, par exemple. Celui qui fait un bon chrono en voiture pour venir, il gagne. Non, c'est pas bon, là. Je te vois venir. Mais ceci dit, nous, quand on randonne, on est à 300, 500 mètres de dénivelé par heure. Là, pour les meilleurs, c'est à plus de 1500 à l'heure. Voilà, pour les meilleurs, c'est plus de 1500, mais ça, à la limite, c'est pas tellement le chiffre qui est le plus étonnant. Moi, j'avais fait par les statistiques un peu de moyenne horaire, mais tout coureur confondu, pas que les premiers. C'est quand même 1150 mètres heure de façon approximative. Donc déjà, alors les premiers qui sont à 1500, on sait parce que c'est les meilleurs, on les connaît, ils sont dans le monde du ski alpinisme ou sportivement, on sait ce qu'ils valent. Par contre, en moyenne, d'avoir une moyenne aussi élevée, déjà 1150 mètres heure, c'est largement 2 fois, voire peut-être 3 de la moyenne du randonneur moyen. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens viennent en toute convivialité, mais par contre, quand c'est sur voilà, ils sont pas là pour rigoler. Bon, c'est tous les mercredis soirs jusqu'au 7 octobre, à partir d'autour de 18h30. Il y a le programme complet sur le site internet Grésivaudan Express du club Dauphiné Ski Alpinisme. Ça se terminera, si vous avez envie d'aller les encourager, le 7 octobre à la Bastille. Voilà, et on incite les gens à se préinscrire sur internet si c'est possible. Ça nous évite de faire de la saisie au départ, le jour de la course. Comme le créneau horaire pendant lequel les gens arrivent est assez court, au plus les gens sont préinscrits, au plus on est efficace pour les inscriptions sur place et le départ. Très bien. Merci Jérôme. On va continuer à parler de course en montagne pour la dernière partie de cette émission. Grenoble Camp de Base, l'actualité de la capitale des Alpes avec le directeur de la Maison de la Montagne. Yves, c'est vrai que le trail, comme on l'appelle, la course en montagne, depuis 2-3 ans, connaît un vrai boom.
Oui, c'est un boom incontestable. Je dirais que c'est un petit peu le prolongement du ski alpinisme d'hiver. D'ailleurs, on trouve un petit peu les mêmes. Et de notre côté, à nous, on est content d'être partenaire de ces épreuves, notamment du Express, parce que c'est des choses qu'on soutient à Grenoble Montagne avec grand plaisir, même si on n'est pas à 1500 mètres heure. Non, un peu moins 1100, non? Non, encore en dessous? sur 20 mètres, sur 20 mètres peut-être. Mais bon, le dernier, il peut changer le chronomètre comme il veut, puisqu'il n'y a plus personne pour vérifier. Donc, Si, on a un serre-fil quand même pour vérifier tout ça. Ah ouais, d'accord, il y a une voiture balai. Alors, le trail peut se pratiquer comme ça, de façon un peu express, en une dizaine ou une trentaine de minutes sur les sommets. Il peut être un peu plus ultra, c'est le cas du Tour du Mont Blanc, qui est une institution dans la région. La dernière édition, on voit les images, s'est déroulée il y a quelques jours, et il y avait encore plus de 2000 participants. Cet ultra trail qui va faire un petit bébé, on peut le dire, à Grenoble, normalement, l'an prochain, Yves. Oui, il y a une initiative privée qui a été prise par des organisateurs d'Ultra Trail pour la semaine d'avant l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est l'Ultra Trail des 4 massifs. C'est des gens qu'on doit rencontrer pour essayer d'organiser ça avec les collectivités territoriales et les offices de tourisme, puisque effectivement, ce sont les 4 massifs autour de Grenoble. Donc ça passe par les vallées, ça passe par des stations, ça passe par les massifs, et c'est une très grosse organisation. Donc je crois que effectivement l'initiative a été prise par des gens qu'il va falloir aider pour monter toute cette affaire, parce que c'est vraiment compliqué d'organiser ce genre d'épreuve. En tout cas, le projet est dans les cartons. Le projet est en tout cas dans les tuyaux. Ça devrait faire 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Je me tourne vers les amateurs. C'est un peu diamétralement opposé. D'un côté, il y a les express qui sont des courses d'une demi-heure ou 40 minutes, et là, il y a les ultras qui font 160 km. Je ne sais pas, il faudra de nombreuses heures en tout cas pour faire ce parcours. On aura l'occasion évidemment d'en reparler quand ça va prendre forme. Autre épreuve un peu dans l'esprit de l'Express, ce sera le 30 septembre, une montée également sèche sur le Mont Raché depuis le jardin de ville de Grenoble. C'est ce que dans le jargon de la course on appelle une vertical race, qui est organisée par la revue Wider. C'est la Wider classique, qui part du centre de Grenoble et qui monte jusqu'au sommet du Rachet. Bon, c'est aussi ouvert à tous, et en partenariat avec la Maison de la Montagne, l'Office du tourisme et le 7e BCA, qui fait sa course 2 jours avant, enfin réservée à l'armée. Et ça, c'est pour l'accueil des militaires de Bourg-Saint-Maurice qui arrivent tous sur Grenoble. Et donc le 30, course grand public sur toute la matinée. Enfin, alors, le temps qu'il faut pour monter, quoi. En fait, les gens iront. Chacun y va comme il l'entend. Voilà. On va évoquer également un autre sujet. Le 4 octobre, une conférence organisée par la Maison de la Montagne sur la pollution de l'Everest. Alors, ça peut paraître paradoxal ce titre. Oui, en fait, on l'a déjà abordé la fois dernière, Thibaut. C'est vrai, on avait passé un petit extrait de ce film dont on voit des images, un nuage sur le toit du monde. Ouais. C'est un film qui m'a été envoyé au départ pour les rencontres du cinéma de montagne, et quand j'ai vu le sujet, je me suis dit c'est pas du tout un film pour les rencontres où on est plutôt dans la performance sportive, le voyage, etc. Là, on est vraiment sur une thématique environnementale forte et qui fait un petit peu peur, parce que quand on va en altitude, et notamment dans ces régions-là, on a souvent du mal à respirer parce qu'on manque d'oxygène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines zones de l'Himalaya, et là on est précisément au pied de l'Everest, mais il peut y avoir des pollutions très fortes et qui même peuvent être pratiquement, en termes de CO2, 10 fois plus importantes que celles qu'on peut trouver dans nos agglomérations, tout simplement parce que c'est un nuage qui arrive par les vallées himalayennes, qui est transporté par les vents et qui vient des bassins de Katmandou, des industries de l'Inde, mais aussi des cultures sur brûlis, enfin sur toutes les pollutions atmosphériques créées par l'humain et l'exploitation, que ce soit agricole ou industrielle. Alors le comble, c'est qu'on croit aller là-bas et prendre une bonne bouffée d'air frais, et en fait on est dans un air beaucoup plus pollué qu'ici à Grenoble. Oui, c'est pas tout le temps, c'est simplement quand il y a des grands vents. Mais le problème, c'est pas que les alpinistes respirent mal quand ils y vont, c'est qu'il y a une modification très très importante des conditions climatiques. C'est le 3e pôle, et c'est le 3e pôle menacé, c'est-à-dire que même les cultures peuvent changer. On arrive à cultiver des bananes dans des régions qui sont pas très lointaines, alors que c'était absolument impossible il y a quelques décennies, quoi. Donc je crois que c'est important, c'est assez grave, et il faut prendre conscience de ce problème-là. Et donc cette conférence, c'est là pour ça. Elle est animée par des chercheurs qui étaient là, et qui étaient sur cette étude, et qui sont pour une partie des chercheurs grenoblois.
Voilà, c'est le 4 octobre à l'Office du tourisme. Avec 2 séances, une à 19h, une à 21h. Donc projection de 52 minutes et débat. On aura le temps d'en reparler également, mais on va en dire un petit mot. Les rencontres du cinéma de montagne approchent, ce sera au mois de novembre. On ne verra pas ce film, mais on en verra d'autres, notamment dédiés à la performance sportive. J'ai quelques images, c'est les premières qu'on diffusera cette saison d'un film réalisé par des Grenoblois qui sera projeté à Grenoble, Yves. Oui. Comme d'habitude, on a des films professionnels, des films un peu plus amateurs, et puis des expériences, des expérimentations. Et là, ce film-là, ce sont des jeunes Grenoblois qui le réalisent. C'est sur la Highline. En fait, on a beaucoup de gens qui maintenant pratiquent la Skyline, c'est-à-dire marcher sur une sangle proche du sol. Et là, c'est l'apprentissage de la slackline en altitude, qu'on appelle la Highline. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'a aucun repère visuel, et c'est un tout autre exercice. Et ce film décrypte bien l'apprentissage pour passer de la slackline à la highline. Alors que l'an dernier, on avait un film de highline avec les meilleurs mondiaux, et on n'a pas tellement vu la progression. Là, c'est plus un film qui annonce un peu l'apprentissage et pour arriver à la performance, puisque là aussi, on en a des très forts. Bon, on dévoilera de toute façon dans les prochains grands airs, petit à petit, le programme de ces rencontres du cinéma montagne. Qui est bien avancé. Prévu à la fin du mois de novembre au Summum à Grenoble. Merci Yves. Il y aura peut-être une école de slackline un jour. Il y a en tout cas une école de spéléo qui s'est créée à Grenoble depuis le début de l'année. Et puis le challenge Express, si vous voulez vous dégourdir les jambes jusqu'au début du mois d'octobre. On se quitte avec un événement dont on n'a plus besoin de présenter le concept. La Coupe Icare, 37e du nom, du 20 au 23 septembre sur les contreforts de la Chartreuse. Voici les meilleures images de l'édition 2011. Bonjour, bonsoir à tous.